Alors j'ai ce matin la lourde tâche de vous amener à l'éveil. Alors on va choisir soit le bon bourguignon, soit le cépom. Je vous propose le cépom. Alors, l'objet de cette intervention sera de vous montrer que finalement, de vous amener à vous convaincre que le cépom est certes un acte administratif, mais heureusement pas que, et que finalement les cépom sont un excellent outil de prévention primaire en santé au travail et particulièrement pour le risque amiante, puisque maintenant, à la lumière des présentations en particulier d'hier, nous avons bien compris que seule la prévention primaire, la réduction de l'exposition à ces fibres permet de réduire la sinistralité. Alors, nous avons changé de zapette aujourd'hui. Alors, cépom. Un affreux acronisme, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. D'où est-ce qu'ils nous viennent ces cépom? La santé au travail n'est pas le premier secteur à utiliser cet outil de cépom, puisque par exemple les ARS avec les établissements de soins connaissent déjà cet outil qu'est le cépom dans d'autres objectifs bien sûr. Le cépom est une des importantes nouveautés introduites par la loi du 20 juillet 2011, loi qui a été codifiée au Code du travail à l'article L4622-10 et à ses décrets d'application qui, pour partie, décrivent le cadre et un petit peu la méthode. Alors ce cépom, il est signé entre un SST interentreprise agréé qui a pour mission les actions de prévention, en particulier en direction de l'exposition aux cancérogènes, dont l'amiante, signé entre le SST agréé et la directe pour laquelle l'action amiante est une action prioritaire actuellement, et la CARSAT, et on retrouve au titre de la CARSAT dans la COG ATMP 3 risques prioritaires, dont l'exposition aux agents cancérogènes, et par ailleurs 5 problématiques, dont celle des entreprises en contact avec l'amiante. On a donc bien ensemble un sujet commun, et puis bien sûr l'OPP-BTP, qui a signé un accord cadre national par lequel ces conventions initialement tripartites sont aussi des conventions quadripartites avec des conventions annexées au cépom. Alors, ce cépom se signe après avis d'un certain nombre de partenaires, des partenaires spécifiques à la santé au travail, à savoir le CROCT en formation restreinte. Alors, CROCT, c'est ex-CRPRP, et puis avis de l'ARS. Donc, l'avis de l'ARS est aussi intéressant puisque on voit poindre par là la réintégration du parcours de santé au travail dans le parcours de santé global d'un individu. Et puis donc ces contrats sont signés pour une durée maximale de 5 ans et en pratique on voit des cépom qui ont une durée qui varie entre 1, 2 jusqu'à 5 ans, mais donc des durées extrêmement variables. Avec une mise en place progressive, depuis la loi de 2011, on a fait des bilans successifs qui ont montré, par exemple, en janvier 2014, que nous n'avions à l'époque que 20 cépom qui étaient signés. En 2016, nous avions 259 services interentreprises qui avaient signé des cépom, et donc à peu près 60% des services interentreprises qui étaient entrés dans cette dynamique-là. Alors, je n'irai pas plus loin sur l'aspect purement administratif, puisque maintenant qu'on a planté le cadre, maintenant qu'on sait sur quoi on s'appuie, eh bien, nous sommes des professionnels de la santé au travail, nous avons une mission, un objet commun qui est la protection de la santé des salariés. Eh bien, il faut que nous fassions de ces cépom un objet opérationnel de prévention primaire.
un objet opérationnel, donc des enjeux aussi opérationnels. Maintenant qu'on a identifié les signataires, qui sont, vous l'avez vu, un ensemble de structures qui sont intéressées par les questions de prévention en santé-travail, on a tous le même objet, on l'a dit, la protection de la santé des travailleurs, particulièrement vis-à-vis du risque amiante, puisque le risque amiante, finalement, fait pour l'ensemble de ces institutions l'objet d'actions prioritaires. Donc, des actions qui vont être construites en cohérence entre les institutions concernées. En cohérence avec une notion de partenariat qui est extrêmement importante, puisque si vis-à-vis des entreprises, on veut arriver à être efficient, nous avons une urgence absolue qui est d'éviter d'être contre-productif. Et on le voit parfois malheureusement sur nos territoires avec des actions qui vont être menées par les uns, par les autres en juxtaposition, sans forcément de concordance et de réflexion préalable commune, et en entreprise on se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément porteuses de sens pour les entreprises, et à partir du moment où on n'est pas porteur de sens, eh bien on risque de devenir contre-productif avec des messages qui passent mal, qui ne passent pas au bon moment, institution par rapport à une autre, et donc une perte d'efficience. On est à la base, on s'appuie sur un diagnostic territorial partagé. Et donc vous voyez là que nous sommes bien sur un outil indispensable de prévention primaire. Alors quelle mécanique des CEPOM, en particulier du point de vue des services de santé au travail? Eh bien vous voyez que à l'origine du CEPOM est la commission médico-technique. Dans le service de santé au travail, la commission médico-technique, nous dit la réglementation, va formuler des propositions prenant en compte les priorités du service de santé au travail, prenant en compte les éléments de contexte qui sont les plans nationaux, régionaux de santé au travail, les réalités locales, et vont faire l'objet ainsi d'une formalisation dans le cadre du projet pluriannuel de service. Donc on est bien aux origines avec les professionnels de la santé au travail des services de santé au travail. Ce projet pluriannuel de service fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration qui en approuvera principalement les éléments matériels, puisque le technique appartient bien aux professionnels de la santé au travail au sein de la CMT, et nous avons ensuite une alchimie qui va devoir se construire au niveau entre le projet pluriannuel de service, les CARSAT, les directs, après avis des partenaires sociaux, après avis des ARS, pour construire les CEPOM. Donc dans certaines régions, on a vu le CRPRP, par exemple, proposer un certain nombre de méthodes de travail pour pouvoir faciliter la rédaction et l'élaboration de ces CEPOM. On a aussi certaines régions qui ont proposé des actions qui pourraient prioritairement être prises en compte, mais dans tous les cas, ces actions vont bien se faire dans le respect du projet pluriannuel de service. Ça, c'est ce que décrit le cadre réglementaire. Après, il y a aussi un enjeu important si on veut que ces CEPOM puissent être mis en œuvre auprès des entreprises, qui est l'aller-retour entre la discussion CEPOM et les équipes pluridisciplinaires. C'est là aussi un enjeu de création supra-administrative de ce CEPOM, de manière à ce que les équipes pluridisciplinaires soient bien intégrées dans la création, la formalisation de ces CEPOM, et soient bien associées aux actions du projet pluriannuel de service que l'on va pouvoir CEPOMiser. Alors, quand on regarde en pratique ce qu'on a en termes de part d'action amiante au niveau des CEPOM, alors ce qu'on voit principalement, c'est les actions CMR, dont amiante, et donc elles restent, quel que soit le moment où on fait le bilan, au deuxième rang des priorités dans les CEPOM.
après les actions en TMS. Alors, je vous propose un rapide aperçu synthétique de quelques actions qui ont été menées, de quelques actions qui ont fait l'objet d'un CEPOM dans les régions. Donc, on a fait des actions un petit peu type, avec... Par exemple, ce constat, qui est un constat régulier de l'importance de la sinistralité en lien avec des expositions qui perdurent, particulièrement pour les salariés de la sous-section 4, et pour les professionnels des services de santé au travail, qu'il s'agisse de services de santé au travail BTP ou interprofessionnels, eh bien, un besoin de monter en compétences, d'améliorer les connaissances, et un besoin, d'autre part, d'harmonisation des pratiques. Avec des partenariats qui sont tri- ou quadripartites de manière très très régulière, et donc l'implication de l'OPP-BTP dans ces actions. Et les actions de cette nature-là tournent autour de, dans un premier temps, l'identification précise des besoins des services de santé au travail sur la thématique de l'amiante. Ensuite, la création, la rédaction d'un certain nombre de documents de consensus pour apporter une réponse harmonisée face aux obligations réglementaires et aux besoins des entreprises, et une mobilisation de l'ensemble des services de santé au travail de la région concernée pour la diffusion et l'appropriation de ces documents. Et donc, à titre d'exemple, la publication du guide amiante que vous avez eu entre les mains. Un autre exemple, beaucoup se sont penchés sur la question des apprentis du BTP, donc un enjeu de santé au travail, de protection et aussi d'éducation à la santé au travail en début de parcours de vie professionnelle, avec un constat qui tourne autour de ce que, pour les apprentis, il y a un enjeu très fort qui est le maintien du contrat. Le maintien du contrat d'apprentissage qui, lui seul, va permettre d'arriver au bout de la formation et d'obtenir le diplôme. Et une conséquence qui est une certaine compliance de ce fait des apprentis aux contraintes de l'environnement professionnel, et donc un certain degré d'acceptation de ce qui leur est présenté comme étant la norme. Et donc, un fort impact de cette information aux apprentis dans ce contexte très particulier. Des partenaires donc, que l'on retrouve régulièrement avec des conventions quadripartites, et des actions qui ont parfois été menées dans la continuité d'autres actions établies dans le cadre d'actions destinées aux apprentis, donc pas des actions spécifiques amiante. Par exemple, la présence de l'infirmière en santé au travail au poste de travail de l'apprenti 6 mois après la prise de poste pour faire un bilan de sa mise en œuvre, et à ce moment-là, l'administration d'un questionnaire sur les connaissances que l'apprenti a de ses risques professionnels et des moyens de protection, et la construction consécutive donc d'un certain nombre de documents, de modules de formation, d'information, aussi bien à destination des jeunes qu'à destination des entreprises, mais aussi à destination des maîtres d'apprentissage. Un dernier exemple de CEPOM qui tourne autour de la protection amiante des professionnels du second œuvre, soit sur des professions ciblées comme par exemple les couvreurs, soit sur l'ensemble des professionnels, avec une action qui passe par la mise à jour des connaissances des professionnels des services interentreprises de santé au travail, le cas échéant par la formation de ces professionnels auprès d'un organisme agréé avec la rédaction préalable d'un cahier des charges pour cette formation, consécutivement la création de kits pédagogiques à destination à la fois des entreprises et des salariés, avec soit des ateliers, soit des formations. Donc des actions CEPOM dans certaines régions, et puis dans d'autres régions, pas d'action CEPOM amiante. Alors, pour différentes raisons, un contexte local particulier, par exemple des régions dans lesquelles l'importance des nanoparticules est importante et forte, et donc qui ont voulu travailler prioritairement sur ce risque émergent. Ou bien alors, le choix, en début de mise en place de ces CEPOM, de se concentrer sur quelques actions
qui ont plutôt tourné sur maintien dans l'emploi et non pas sur des risques spécifiques. Donc voilà, un certain nombre de régions qui n'ont pas sépomisé leurs actions, et pour autant, vous le savez tous, on conduit depuis de nombreuses années dans nos régions, bien avant 2011, des actions partenariales, et donc finalement le CEPOM est au SSTI, ce que la prose était à M. Jourdain, on en fait sans le savoir. Et donc il s'agit, au travers du CEPOM, d'une formalisation, d'une valorisation. En conclusion, sur le fond, donc, nous avons un certain nombre d'actions spécifiques ou non spécifiques qui concernent l'ensemble des services de santé au travail, BTP ou interprofessionnels, avec des enjeux de formation, information. Alors, formation continue pour les professionnels de santé au travail. La question, est-ce que les médecins du travail, vous avez fait en sorte de mettre ça dans votre DPC ? C'est une piste de réflexion aussi, et l'importance de la continuité avec d'autres pratiques. Et sur la forme, on l'a dit, l'importance essentielle d'impliquer les équipes pluridisciplinaires au moment de la rédaction de ces CEPOM. On ne peut pas mettre en œuvre un CEPOM malgré les professionnels des équipes pluridisciplinaires qui devraient être impliqués. Ça ne marche pas si elles ne sont pas impliquées. La construction coordonnée qui doit se faire dans le respect des règles de métier de chacun, entre institutions. Et bien sûr, un facteur de réussite indispensable qui est la nécessité de s'approprier ces modalités de discussion, d'échange, de construction entre institutions, et donc le temps pour ça. Mais quand même un bénéfice presque secondaire, mais quand même assez important. Le CEPOM nous permet de mettre en visibilité les actions qui sont menées entre autres par les services de santé au travail, au-delà de la seule visite périodique. Et donc de bien montrer que le service de santé au travail n'est pas qu'un pourvoyeur de consultation. Je vous remercie.